OK, alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette période de révision. Donc, on va maintenant faire l'examen de hiver 2018. Je pense que de tous les examens finaux que j'ai donnés, c'est lui mon préféré parce que j'avais tout simplement par chance les états financiers de Boeing cette année-là. C'était des beaux états financiers qui avaient des belles choses qui étaient faciles à trouver pour l'enseignant et était assez bien performé par mes étudiants. Alors, j'avais un étudiant, j'avais demandé à mes étudiants, vous voulez quelle compagnie pour votre examen final? Il y avait un étudiant qui était adamant, il voulait Boeing. Alors, j'ai dit, OK, je vais faire Boeing. Alors, selon les états financiers, il y avait c'était intéressant d'un point de vue d'investissement. Je regarde Boeing en ce moment parce que peut-être que avec la reprise économique, Boeing, ce serait un achat bientôt, mais on va le voir. On va parler un peu de Boeing avec qu'est-ce qui s'est passé en ligne. OK. Alors, question numéro 1. Quel est le produit de tous les produits dérivés suivants? Alors, les produits dérivés, c'est les options, les calls, les puts, les calls, les swaps, les caps, les plafonds, les forwards, les futures, pour spéculer. Alors, ça veut dire, comme quand moi j'achète des options sur Scotiabank, c'est de la pure spéculation. Tu peux acheter des options pour faire du hedging. Alors, si moi je possède des actions de Scotiabank et j'achète un put, les actions sont risquées, le put est très risqué, mais combiné, les deux enlèvent du risque. Alors, si le prix de l'action augmente, je vais faire du cash, le put, il ne vaut rien. Si le prix de l'action, il baisse, mais ce que je perds sur l'action, je le gagne avec le put. Alors, tu enlèves du risque. Bien sûr que ça a un coût. Les puts sont assez chers. Donc, votre enseignant vend ses actions de Target. Donc, en 2018, j'avais des actions de Target. Juste pour vous dire, alors je vais regarder ça. Alors, on va aller en ligne juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Alors, Yahoo Finance. En 2018, j'avais acheté des actions de Target à 55$. Et je me sentais super intelligent. 6 mois plus tard, je les ai vendues pour 75$. 200 actions. Aujourd'hui, Target est à 208$. C'était l'action de l'année en 2020. Donc, en 2018, si on se place dans 2018, à 55$, il était où en 2018? 55$ ici. C'est ce vert ici. On va rentrer dans le graphe. En 2018, c'est ça, 55$. En 2017, à fin 2017, j'avais acheté des actions pour 55$. Et en 2018, à la fin de la session, alors rendu au mois d'avril, il était à 70$. Alors, j'avais vendu à 70$. Je me sentais super intelligent, mais au cas où, j'ai acheté des calls, puis c'est resté flat pendant un an. Puis par la suite, c'est allé de 80 à 200$ à l'intérieur d'une année et demie. Alors, j'ai laissé de l'argent sur la table. Ça arrive. Alors, votre enseignant vend ses actions de Target lorsque le prix atteint 78$ par action. Il veut cependant tirer profit si le prix de l'action continue de grimper sans avoir à acheter des actions supplémentaires. Donc, si le prix grimpe, tu peux être long call. Une réponse qui est acceptable, tu pourrais short un put, mais si les prix chutent, tu as un potentiel à la baisse. Quand tu short un put, tu reçois la prime P. Et si le prix de l'action grimpe, alors tu ne vas rien payer sur le put. Mais si le prix de l'action chute, tu vas payer de quoi sur le put. Sur le call, tu achètes une prime. Si le prix de l'action chute, tu ne reçois rien, comme ce qui est arrivé pour moi. Mais s'il continue de grimper, tu vas faire des gains dessus. Alors, question B, un trader évalue que la récolte de blé, un produit standard, commodity. Quand vous voyez commodity, pensez futures. Alors, n'importe quel produit standardisé, c'est un futures. Un produit spécialisé, ce serait un forward. Sera fantastique cette année. Elle assume que le prix suit l'offre et la demande. Donc, alors, c'était l'exemple de Trading Places. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les frères Duke pensaient que le jus d'orange était pour être... la récolte serait affreuse, donc les prix, l'offre serait petite parce que tous les arbres ont été détruits et en conséquence, les prix augmenteraient. Alors, ils ont acheté beaucoup de futures. Si tu penses que la récolte va être super bonne, va être fantastique, alors Dan Aykroyd et Eddie Murphy savaient que la récolte était très bonne, donc les prix seraient restés bas ou ils tomberaient. Alors, ils ont shorté un futures parce qu'ils s'attendaient à ce que les prix baissent. Juste noter ce que les frères Duke ont fait et ce que Dan Aykroyd et Eddie Murphy ont fait était très illégal. C'est trading on insider information. Mais c'est très difficile à prouver.
Un spéculateur en 2001 croit que le prix d'une action de Nortel va chuter dans la prochaine année. Alors, c'est l'exemple qu'on avait vu dans nos slides. Tu empruntes 1 million d'actions de Nortel et tu les vends. Mais si tu shortes des actions de Nortel, tu es en train de. C'est pas un produit dérivé. Alors, ici, ce qu'on voulait, c'est un produit dérivé. Alors, si tu penses que les prix vont baisser, tu vas être long un put. Par contre, une réponse qui est acceptable, c'est d'être short un call. Par contre, si tu short un call puis le prix grimpe, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'une perte infinie. Alors, si Nortel est à 126, il chute à 1 pièce, ton put va te payer la différence entre 1 pièce et le strike. Alors, Nortel est à 126 pièces, tu as des puts à 100. Alors, ça n'aurait pas coûté trop cher à l'époque. Tu aurais pu acheter 1 million de puts pour 25 cents chacun, avec un strike qui est égal à 100 $. Un strike qui était à 100 $. Donc, si le prix de l'action tombe en dessous de 100 $, le put va avoir de la valeur. Si chute jusqu'à 1 pièce, ton strike est à 100, l'action est à 1 pièce, alors chaque put va valoir 99 $. Alors, ce type de put aurait peut-être coûté 25 cents en 2001 et à la fin de l'année, ça t'aurait coûté 99 $. Et je n'ai pas entendu de quelqu'un, il n'y a pas eu un big short de ce genre que je connais. C'est pas vraiment des Michael Burry et des Steve Eisman comme en 2009. Le jus d'orange, OK. Le jus d'orange, dans le film Trading Places, il n'y avait pas de futures en 1983 sur le jus d'orange en concentré. Aujourd'hui, je pense que c'est récent, ça fait juste 2 ans qu'il y a des futures sur le jus d'orange. J'étais surpris quand j'ai vu ça. Alors, pour savoir tous les futures que vous avez, vous pouvez aller sur Yahoo Finance. Vous regardez à la droite. Vous allez sur Yahoo Finance et vous regardez à la droite, il y a Futures à quelque part. Sont où les Futures? Alors, les Futures. Vous cliquez sur Futures et tous les titres qui sont des Futures, c'est pas juste limité à ce qui est là. Ça, c'est les plus populaires. Alors, tu as toutes les obligations d'épargne des États-Unis. Tu as les Futures sur les index. L'or, l'argent, platine, tous les métaux, toutes les commodities, l'huile, le pétrole, l'huile de chauffage, toute la bouffe, café, coton. Et c'est justement, j'étais surpris. Il y a 1 an, c'est la première fois que je vois ça, mais il y a 1 an, il y avait le jus d'orange qui était dessus. Au début, je pensais que c'était une blague, mais non, il y a le jus d'orange. Pas le jus d'orange en concentré, mais c'est le jus d'orange quand même. Un actionnaire de la compagnie Baytex croit que le prix du pétrole n'augmentera pas. Il désire tirer avantage sans avoir à vendre ses titres. Alors, tu penses que le prix du pétrole va rester où est-ce qu'il est? Alors, si le prix du pétrole ne bouge pas, le titre devrait rester flat. Alors ici, j'ai dit, tu pourrais shorter un call. Alors, tu vas vendre un call aujourd'hui pour un certain prix. Alors, le prix a une valeur intrinsèque et une valeur temporelle. Mais par contre, à échéance, la valeur temporelle serait nulle. Donc, si le prix de l'action ne bouge pas, parce que le prix du pétrole n'a pas bougé, tu vas faire un profit sur le call. Alors, supposons que BTX est à 2 $ maintenant et j'ai shorté un call à 3. Ça veut dire que le prix de pétrole n'a pas bougé. À échéance, le call, il a coûté 25 cents. J'ai reçu 25 cents, j'ai vendu un call. Et à la fin, le prix de BTX reste à 2 $. J'ai reçu 20 cents, je ne vais rien payer sur le call. C'est la même chose. Une autre réponse qui serait acceptable, c'est d'être short un put. Alors, supposons que tu short un put sur BTX à 2 $, tu reçois 30 cents aujourd'hui. Dans 1 an, le prix de BTX reste à 2 $, donc le put, il va valoir 0. Tu as reçu une prime aujourd'hui, mais tu n'as rien payé dessus, mais tu prends du risque. Sur une action, sur une action, si tu veux prendre un produit dérivé sur une action, tu vas prendre un call ou un put. On a vu que certains forwards sur des actions très spécialisées, généralement, c'est des actions privilégiées. Une actionnaire de la compagnie de BTX croit que le prix du pétrole ne baissera pas et désire tirer avantage sans avoir à acheter des titres supplémentaires ni à acheter des calls. Ben, c'est ça. Alors, la réponse de D, c'était shorter un call, mais si tu shortais un put, la réponse de D, tu peux dire shorter un put aussi. Alors, si tu penses que le prix de l'action ne va pas bouger, si tu vends un call ou un put, tu vas recevoir aujourd'hui la valeur intrinsèque de l'option plus une valeur temporelle. Et à travers le temps, la valeur temporelle d'une option elle tombe à 0. Un peu comme ce que j'ai fait quand je vous ai montré
les options que j'ai achetées cette session sur Scotiabank que j'ai mis en ligne. Alors, je vais le trouver. Alors, quand j'ai acheté des options sur Scotiabank, je les avais achetées out of the money. Il y avait toute une valeur intrinsèque. Alors, mes options de Scotiabank. Au tout début, le prix du call qui est en bleu, le prix du call qui bouge. Au tout début, tu as une valeur intrinsèque qui est proche de zéro. Quand le prix de l'action elle a grimpé, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le prix du call a grimpé avec. Alors, le prix de l'action a grimpé pendant la période. Donc, qu'est-ce qui est en bleu? C'est le prix du call à travers le temps. Il y a une composante en vert, c'est la valeur temporelle, et en rouge, c'est la valeur intrinsèque. Donc, quand le prix de l'action elle a grimpé, la valeur intrinsèque, elle a grimpé, mais à travers le temps, ta valeur temporelle, elle découle vers zéro. Alors, hier, j'ai vendu ces calls finalement pour 1,50 $. Alors, j'ai acheté 2000 calls pour 39 cents. J'en ai vendu 1000 après quelques semaines pour 2,3 et l'autre 1000, je les ai vendus pour 1,50 $. Un profit de 2750 sur ces calls, qui n'était pas pire. Mais honnêtement, ce n'est pas assez pour me rendre heureux. OK, problème numéro 2. OK. Alors, quand on veut regarder des calls et des puts, il y a une relation. Un call fiduciaire est équivalent à un put protectif. Un call fiduciaire, ça veut dire que tu achètes un call puis une obligation d'épargne. L'obligation d'épargne du Canada, elle a une valeur nominale de K. Alors, à échéance. Alors, avec zéro coupon. Donc, aujourd'hui, la valeur de K à la toute fin, c'est la valeur actuelle de cette obligation. Maintenant, normalement, des obligations ne sont juste vendues pour 1000 $. Alors, la valeur nominale de toutes les obligations est égale à 1000 $, mais pour le moment, on va juste utiliser K. Ça, c'est équivalent à acheter un put protectif. Donc, acheter une action et acheter un put pour protéger la même action. Donc, le put il coûte P, l'action coûte S. Donc, on nous donne que le call vaut 80 sous. On connaît le prix du strike, alors la valeur actuelle, le taux d'intérêt. Alors, on est capable de calculer la valeur actuelle de l'obligation et on a le prix de l'action. Donc, la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est le prix du put. Alors, c'est un call plus une obligation, c'est égal à un put plus une action. Si on vend l'obligation à gauche et à droite, le côté droit, on va juste avoir le put, on vend l'action. Côté gauche, on vend l'action. Donc, acheter un put est équivalent à acheter un call plus acheter la valeur actuelle d'une obligation et shorter une action. Donc, ça nous donne un put qui est égal à 91 sous. Maintenant, toutes les obligations ont une valeur nominale de 1000 $. Donc, ici, on fait 250 fois cette stratégie. Donc, on achète 250 calls, on achète 250 puts, on achète 250 actions et on achète 250 obligations d'une valeur nominale de 4 $. Donc, on a 1000 $ de valeur nominale en tout. C'est équivalent à acheter une obligation d'une valeur nominale de 1000 $. OK, pour vous dire que ça, c'est des options que j'avais sur Bombardier. Alors, j'avais acheté des actions de Bombardier à 2,20 $ il y a comme 4 ans. Quand le prix de l'action est allé jusqu'à 3,68 $, je me suis dit, écoute, ça vaut la peine d'acheter d'autres actions. Alors, voyons, Bombardier. Alors, j'ai décidé, si on regarde les 5 dernières années, alors, j'ai acheté pour 2,20 $ vers 2017. Alors, vers ici, j'ai acheté 2000 actions à 2,20 $. Ça a monté jusqu'à 5,20 $. Alors, j'avais acheté des calls ici, quand le prix de l'action était à 3,68 $. Ça a continué de grimper. Je me suis dit, je vais être riche. Finalement, ça arrive pour Bombardier et que c'est typique de Bombardier. Bombardier a planté jusqu'à 29 cents. Et j'ai acheté 4000 actions de Bombardier quand le prix était remonté à 68 cents, maintenant est à 96. Alors, mon prix moyen sur mes 6000 actions est de 1,20 est à 96 en ce moment. On va voir, il y a quand même un potentiel à la hausse là. Je sais que Bombardier elle a fait plusieurs choses récemment. On va voir qu'est-ce que ça donne. OK, donc un put devrait exister à 91 sous. S'il y a un put qui existe à un prix différent de 91 sous, il y a une stratégie d'arbitrage à être faite. On va vendre. Alors, le put devrait coûter 91. S'il coûte plus cher, on va shorter le put qui coûte plus cher et on va créer synthétiquement un put pour 91 cents.
Si le put coûte moins cher, le bon prix, c'est 91 cents. On va acheter le put réel et on va synthétiser un put synthétique et on va le vendre. Et la différence entre les deux, ça va être notre profit d'arbitrage. Donc, quelle est la valeur temporelle du put sans arbitrage? Donc, le put sans arbitrage coûte 91 cents. Aujourd'hui, le strike est de 4 piastres. On a le droit de vendre une action qui coûte 3,68. On aurait le droit avec le put de le vendre pour 4 $. Donc, la valeur intrinsèque, c'est la différence entre les deux, c'est 32 cents. La valeur temporelle, alors, le prix du put de 91 cents, c'est la valeur intrinsèque plus la valeur temporelle. Le put, il coûte 91. La valeur intrinsèque, elle est de 32. Donc, la différence entre les deux, c'est la valeur temporelle. Donc, qui serait de 59 cents. En passant, si vous auriez acheté ce put, vous auriez fait un profit. OK. Si le put coûte 1,25, comment est-ce qu'on peut faire un profit d'arbitrage? Le prix sans arbitrage est de 91. Il y a un put qui existe à 1,25. Donc, on sait qu'il y a 34 cents de profit à être fait. On va vendre le put réel pour 1,20 et on va acheter le put synthétique pour 91. Alors, c'est pas assez de juste dire ça à un examen. Donc, tu shorts le put pour 1,25, le put réel à 1,25. Donc, acheter un put, c'est équivalent à acheter un call, acheter une obligation et shorter une action. Donc, si tu shorts ce portefeuille, tu vas être short un call, tu vas être short une obligation et tu vas être long une action. Donc, ici, on long le put synthétique. Donc, on va être long un call. On va être long un call à 80 sous. On va être long une obligation, la valeur actuelle de 4 $, 3,79 $, et on va shorter l'action aujourd'hui qui vaut 3,68 $. C'est notre profit de 34 sous. À échéance, qu'est-ce qui arrive? Pour n'importe quel prix, la valeur des cash flows à échéance, excusez-moi, j'ai un chat que je dois mettre à la porte. Excusez-moi, il est tannant, alors il veut de l'affection, alors quand je travaille, il faut que je le mette à la porte. OK, donc, à échéance, quoi qu'il arrive, pour tous les cash flows, il va y avoir 4 cash flows, mais la somme totale des cash flows va être nulle à échéance. Supposons que le prix de l'action est à 10 piastres à échéance. Le put, il va valoir rien. Pourquoi? On ne va pas vendre pour 4 $ quelque chose qui vaut 10 piastres. Donc, le put, il vaut 0. Et l'action va valoir 10 piastres. Donc, on était short l'action, on doit rembourser une action qui coûte 10 $. Donc, le put plus l'action vaut 10 $. Le call nous permet d'acheter un titre qui coûte 10 $. On a le droit de l'acheter pour 4 $. Donc, le call, il vaut 6 piastres. Et l'obligation vaut 4 $. Donc, le put protectif vaut 10 piastres, le call fiduciaire vaut 10 piastres. Net, on va payer 0. Si le prix de l'action est à 1 piastre à échéance, le prix de l'action est à 1 piastre, le put va valoir 3 piastres. On a le droit de vendre une action qui vaut 1 $ pour 4 $, donc le put vaut 3 piastres. Plus l'action qui vaut 1 $, donc ton put protectif vaut 4 piastres. L'action vaut 1 $. Donc, le call, il vaut 0. Et l'obligation vaut sa valeur nominale de 4 piastres. Donc, le put protectif vaut 4 piastres et le call fiduciaire va valoir 4 piastres. Donc, on fait 34 cents de profit au temps zéro. On ne va jamais devoir payer quelque chose dans le futur. Question D. Expliquez-vous pourquoi il est impossible que le prix du put soit de 20 cents. OK. Pourquoi est-ce qu'actuellement, c'est impossible que le put soit de 20 cents? On avait calculé dans la question B que la valeur intrinsèque du put était de 32 cents. Donc, qu'est-ce qui arrive? Puis on dit, est-ce qu'on assume que c'est un put américain? Oui, c'est ça. Un put américain, ça veut dire qu'on peut l'exercer en tout temps. Ça veut dire que s'il y a un put qui existe aujourd'hui qui coûte 20 cents, je vais acheter l'action pour 3,68. Je vais acheter le put pour 20 cents, 3,88 $. Je vais exercer immédiatement le put et je vais vendre l'action pour 4 $. J'ai 4 $. Alors, j'ai investi 3,88 $ et je vais vendre l'action pour 4 $. Je vais faire 12 cents immédiatement. Je vais répéter ça une infinité de fois, tant et aussi longtemps qu'il y a des puts qui valent au moins si les puts ils valent moins que 32 cents, je vais faire ça une infinité de fois. Parce que le prix du put est en dessous de sa valeur intrinsèque.
Alors, si après, j'ai fait ça 1000 fois, tout d'un coup, le prix des puts est à 25 cents. Alors, j'achète toutes les puts à 20 cents. Le prix des puts vont commencer à augmenter. Supposons que même le prix du put est à 29 cents. J'achète une action pour 3,68, un put pour 29, c'est 3,97. Je vends l'action pour 4 $ selon le put. J'ai fait un profit de 3 cents. Alors, ça, c'est un profit d'arbitrage qui est instantané. Alors, si cette stratégie, s'il y avait un put à 20 cents, il y aurait un crawler, un logiciel qui l'aurait repéré et aurait exercé cette stratégie immédiatement. Donc, le prix du put grimperait tant et aussi longtemps qu'il vaudrait au moins à sa valeur intrinsèque. Donc, c'est ça. On peut acheter le put aujourd'hui pour 20 cents. On peut l'exercer et recevoir sa valeur intrinsèque de 32 cents. Donc, c'est un profit qui est instantané. Si on achète toutes les puts à 20 cents, le prix des puts va grimper et éventuellement, tant et aussi longtemps que le prix du put est en dessous de 32 cents, il va y avoir une stratégie d'arbitrage qui existe. Il n'y a pas une stratégie d'arbitrage qui existe, il y a un profit d'arbitrage immédiat qui va être exercé. Alors, le prix minimum sur le marché doit être de 32 cents. La valeur temporelle, elle est toujours non nulle, à part à expiration, mais une option ne peut pas avoir un prix en dessous de sa valeur intrinsèque, surtout si c'est une option américaine. C'est vrai aussi pour des options européennes, mais c'est moins intuitif. Quel est l'intervalle des prix possible pour un put d'une échéance de 1 an avec les mêmes caractéristiques que le put de 2 ans? Donc, le put de 2 ans, on a dit que la valeur, le put de 2 ans sans arbitrage coûte 91 sous. Alors, ça, c'est un put de 2 ans. Alors, le strike est de 4 $, l'échéance est de 2 ans. L'échéance est de 2 ans et ça donne 91 sous. Pour le même put à 4 $ d'une échéance de 1 $, quel est l'intervalle des prix possibles? Alors, le prix minimum que peut avoir le put, c'est 32 cents, sa valeur intrinsèque. On vient juste de voir ça. Par contre, un put qui est bon pour 2 ans vaut nécessairement plus qu'un put qui est juste bon pour 1 an. Alors, quand on regarde n'importe quelle option en ligne, alors si je regarde n'importe quelle option, je vais voir s'il y a des options de Bombardier, mais il n'y en a pas. Pas sur Yahoo Finance. Mais si je regarde n'importe quelle compagnie, je vais regarder Carnival Cruise Lines et je vais vous le montrer. Les options pour Carnival Cruise Lines. Pour des puts et des calls, plus que l'option, elle a une durée longue. Alors, aujourd'hui, Carnival est à 27 $. Si on regarde toutes les calls et les puts à 30 $. Donc, les puts à 30 $ qui ont une échéance de vendredi prochain, ils coûtent 7 sous. Alors, aujourd'hui, l'action est à 27. L'option expire vendredi prochain, il coûte 7 cents. Pour l'option qui expire la semaine d'après, il coûte 21 cents. La semaine d'après, 39 cents. Pourquoi? Aujourd'hui, l'action est à 27, tu as plus de temps pour que l'action puisse atteindre 30 $. Et la même chose, elle est vraie pour les puts. Alors, si on regarde toutes les puts, si on regarde les puts à la semaine prochaine, alors le prix des puts, bien, le dernier prix était de 2,97. Alors, il y a des coûts de transaction, alors disons 3,10. Le put, on a le droit de vendre à 30 $ quelque chose qui vaut 27,3. Donc, la valeur intrinsèque est de 2,97. Ces puts se vendent pour 3,10 $. Alors, ça, c'est pour des puts d'une semaine. Mais si on a des puts plus long terme, alors vous savez que l'industrie de la croisière, à cause de COVID, elle est plus risquée en ce moment. Il y a des chances que il y a plus de chances que Carnival fasse banqueroute cette année qu'elle avait l'année passée ou l'année d'avant, avant COVID. Donc, il y a une probabilité qu'elle tombe. Alors, plus qu'on a du temps pour que la compagnie, l'action chute, ça nous donne plus de temps que le put prenne de la valeur. Donc, les puts, si on regarde avec les puts d'une échéance de 1 an, alors les puts d'une échéance de 1 an, le mars 2020, ils coûtent 7 $. L'action coûte 27 $. Des puts à 30 coûteraient 7 $ aujourd'hui. Alors, plus que l'option elle est longue, plus qu'elle devrait coûter. Donc, un put ou un call d'une durée de 1 an devrait coûter moins cher qu'un put ou un call d'une durée de 2 ans. Donc, la valeur minimale que peut avoir le put, c'est 32 cents. La valeur maximale que peut avoir ce put, c'est 91 cents. Alors, c'est quelque chose entre les deux. À échéance, quelle est la valeur maximale possible du call? Alors, un call, si jamais, supposons que tu as acheté un call sur Tesla il y a 1 an, on appelle ça un profit infini. Mais en réalité, ce n'est pas possible de faire un profit réel en infini, mais
c'est de faire un profit qui est extrêmement grand. Alors, si tu achetais, Tesla était à 50 il y a un an. Si tu avais des calls sur Tesla à 100 tu les aurais peut-être payé 10 cents le call. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as payé 10 cents ton call pour ton call à Tesla à 100 et entre-temps, Tesla est allé de 50 à 900 Donc, chaque call vaut dorénavant 800 tu les as payé 25 cents tes calls. Alors, ça, c'est un profit énorme. On appelle ça un profit infini. Alors, il y a une possibilité que c'est quand tu achètes un call que tu peux faire une fortune en achetant des calls. Un peu comme ceux qui ont shorté des swaps. Des swaps, c'était des produits dérivés. Ils ont shorté des credit default swaps en 2009, Michael Burry et Steve Eisman. Ils ont acheté ils ont acheté des credit default swaps et justement, ils ont fait un profit énorme. OK, alors un call, si tu achètes des calls puis le prix de l'action part to the moon, tu vas faire une fortune. Alors, tu as acheté des calls sur GameStop au mois de janvier, c'est plus ou moins un gain infini. OK, problème numéro 3. Prix de l'or par once, 1355,60. Rendement des bons du trésor, 3,25. Il y a un forward 18 mois à 1400 Alors, quel est le prix sans arbitrage du contrat de l'or de 18 mois? Mais c'est le prix d'aujourd'hui, actualisé avec un an et demi d'intérêt à 3,25 donc 1422,22. Alors, s'il y a un forward à 1400, le prix sans arbitrage est de 1422,22. Tu peux l'acheter ou le vendre pour 1400. Tu vas vouloir vendre quelque chose qui vaut 1422. Alors, tu longs un forward. Tu t'engages à acheter dans 18 mois l'or pour 1400 Donc, si tu la vends dans un an, tu dois le shorter aujourd'hui parce que tu vas le racheter dans un an. Et quand tu le shortes aujourd'hui, tu vas placer cet argent-là au taux sans risque de 3,25 pendant un an et demi. Alors, tu vas shorter une once aujourd'hui. Cette once va valoir, ton placement va valoir 1422 et tu vas racheter l'or pour 1400 Donc, tu t'engages à l'acheter dans un an et demi. À T est égal à 0, tu t'engages à acheter l'or dans 18 mois pour 1400 alors tu es long un forward. Tu vas shorter l'or aujourd'hui pour 1355,60 et tu vas placer cet argent-là à du 3,25 Maintenant, dans 18 mois, tu vas recevoir de ton placement, tu vas recevoir 3,25 pendant 18 mois, 1422,22. Tu vas racheter l'or selon le contrat. Alors, tu vas acheter une once pour 1400 selon ton forward. Tu vas rembourser l'or à la personne auquel tu l'as emprunté et tu vas faire un profit d'arbitrage de 22,22. Maintenant, une petite note ici. Généralement, l'or, c'est avec des futures, mais il y a peut-être des forwards qui existent aussi. Généralement, quand tu vas shorter l'or au temps T est égal à 0, tu vas probablement avoir des coûts de transaction parce qu'il n'y a pas grand personne qui te permettrait d'emprunter de l'or et de le vendre avec un forward. Donc, quand tu shorts sur un futures, tu transiges à la bourse. Alors, quand tu shorts un forward, quand tu shorts l'or une once réelle aujourd'hui, probablement la personne à qui tu l'as emprunté va te charger. Alors, tu gardes l'or avec lui en collatéral, mais il va peut-être te charger des frais de transaction. Alors, il va te dire, écoute, je vais te permettre de faire ça, mais je vais te charger 5 piastres. Si tu charges 5 piastres, tu dois ajouter ça avec intérêt aux 1422,22. Tu dois en tenir compte. Si tu as une action qui paye des dividendes, tu dois les soustraire avec intérêt pour trouver le prix forward. Alors, dans votre ETP, vous aviez des obligations 25 ans. Après 2 ans, il y avait 2 coupons qui étaient payés. Quel est le profit d'arbitrage? Alors, c'est la différence entre le prix forward et le prix sans arbitrage, donc 22 et 22. Ça, c'est tout le temps la partie facile, mais c'est la stratégie. C'est là le gros moton de vos points. Alors, à quel prix actuel est-ce qu'on serait indifférent au prix du contrat? Donc, il y a un contrat à 1400 donc le prix d'aujourd'hui actualisé à 3,25 pendant 18 mois. Si le prix de l'or aujourd'hui est à 1334,42, on serait indifférent à ce contrat. Alors, c'est un peu comme dans les exercices du cours 10. Alors, la question 2 des exercices, on vous demandait à quel prix de l'action aujourd'hui on serait indifférent. La seule différence, c'est que si tu as des actions, tu as des dividendes qui sont versés, tu dois en tenir compte. OK. Supposons qu'il existe des coûts de stockage de 5 à chaque 9 mois avec le prochain paiement dans 3 mois. Quel est le prix de l'arbitrage de l'or dans 18 mois? Alors, c'est les coûts de stockage, les prix de transaction, les coûts de transaction que je vous disais. Alors, tous les coûts, on les ajoute. Tous les dividendes, on les soustrait ou les coupons, on les soustrait.
Donc, 1355, on l'actualise pendant 1 an et demi. Ça ne change pas, mais on doit ajouter 5 qui va être versé dans 3 mois. Entre 3 mois et 18 mois, il y a 15 mois. Donc, pendant 15 mois, on va actualiser ce 5 $. Et le deuxième paiement va être fait au temps t est égal à 12 mois. Donc, on va actualiser les 6 mois qui restent pour calculer le forward. Alors ici, en exposant, c'est en année. Alors, en 1355, pendant 18 mois, c'est 1 an et demi. On actualise pendant 1 an et demi d'intérêt. Alors ici, c'est 15 mois. Alors, c'est 1 an et un quart. Et ici, c'est 6 mois, donc c'est une demi-année. Alors, on ajoute ça et donc le prix du forward devrait être à 1432,50 $. OK, alors si on utilise les états financiers de Boeing. Donc, les états financiers de Boeing, laissez-moi sortir ça. Alors, on est en 2018. Les états financiers de Boeing. OK, alors, prix de l'action, vous avez tous les calculs. Alors, c'était un examen qui était fait en salle de cours. On avait 3 heures vu qu'il était en salle de cours. Alors, les étudiants avaient beaucoup de temps pour calculer les ratios. Alors, la question qu'on vous pose, utilisez les états financiers de Boeing pour répondre à la question suivante. On a deux personnes, une personne très conservateur et une personne très ambitieuse. Donc, il y a une personne qui pense que Boeing est très proche de la détresse financière, l'autre pense le contraire. Donnez un argument en utilisant des ratios qui justifient la position de M. Conservateur. Alors, M. Conservateur, c'est le pessimiste, M. Ambitieux, c'est l'optimiste. Alors, un pessimiste qui regarde les états financiers de Boeing, quel est un ratio qu'on pourrait utiliser pour dire que ça va mal pour la compagnie? Alors, pensez la détresse financière, la banqueroute, vous pensez coefficient de levier financier, taux d'endettement, couverture des intérêts. Alors, ce serait un de ces ratios-là. Alors, vous faites le calcul et vous allez remarquer que le ratio d'endettement pour Boeing est pas mal élevé. Alors, je vous ai dit en classe qu'une compagnie qui est mature, qui existe depuis 20-50 ans, alors pensez n'importe quelle grosse compagnie, Walmart, Target, on a vu que le taux d'endettement généralement optimal pour le coût du capital est de 2/3. Donc, 2/3 dette, 1/3 fonds propres. Alors, le ratio d'endettement optimal est de 2/3. Ici, on remarque que pour Boeing, il est très élevé. Alors, ça je remarque qu'il est extrêmement élevé. Donc, le ratio d'endettement qui est énorme de la compagnie. Par contre, Monsieur Ambitieux, il y a deux arguments. Il y a deux arguments pour dire que le ratio il est vraiment bas. Alors, le ratio d'endettement, c'est un ratio. Les deux autres ratios qu'on peut utiliser, c'est la couverture des intérêts et l'autre, c'est le coefficient de levier financier. Donc, si on regarde la couverture des intérêts, qui est EBIT divisé par les intérêts, on remarque que dans le cas de la couverture des intérêts, Boeing est capable de payer 28 fois ses intérêts avec EBIT, capable de payer 19 fois ses intérêts avec EBIT, capable de payer 27 fois ses intérêts avec EBIT. Maintenant, pas nécessaire de savoir que si tu es capable de payer 8 fois tes intérêts, tu es considéré AAA. Alors, ce n'était pas nécessaire de savoir ça. Mais je veux dire, les trois agences qui cotent, S&P, Moody's et Fitch, c'est du AAA quand tu es capable de payer 8 fois tes intérêts. Alors, il y a très peu de compagnies qui sont cotées AAA. Très peu. Il y en a beaucoup qui sont cotées AA. Ça veut dire que tu es capable de payer 6 fois tes intérêts. Du A, si je ne me trompe pas, c'est 4 fois. Et du triple B, c'est 3. Alors, si tu es capable de payer 3 fois tes intérêts, tu es considéré triple B. Et n'importe quoi qui est plus grand que triple B et plus, c'est du investment grade. Tout le reste, c'est des junk bonds, des obligations de pacotille. Pas nécessaire de savoir ça, mais la couverture des intérêts, écoutez, est capable de payer, la compagnie est capable de facilement payer ses intérêts. L'autre ratio, c'est le coefficient de levier financier. Pour le CLO et le CLF, pour une compagnie qui n'a vraiment pas de risque, alors une compagnie qui n'aurait aucune charge fixe opérationnelle, le CLO serait égal à 1. Une compagnie qui n'a aucune charge financière fixe aurait un CLF qui est égal à 1. Donc, si tous tes coûts, c'est des coûts variables, ton CLO serait de 1. Et si tu n'as pas de dette et tu n'as pas de dividende privilégié, ton CLF va être égal à 1. Si tu es une compagnie profitable, bien sûr. Donc, on remarque que la compagnie elle a un chiffre qui est plus grand que 1, qui est très petit. Donc, c'est un autre argument pour dire que le risque financier de la compagnie est bas. Alors, il y a des arguments pour et contre. Alors, il y a plein d'opinions sur le marché. Alors, ça, c'est les arguments qu'on peut utiliser.
Utiliser Boeing. Deux analystes encore ambitieux, monsieur conservateur. L'autre, deux analystes financiers sont en désaccord. Premier, monsieur ambitieux a l'impression que Boeing est une compagnie très liquide. L'autre, monsieur conservateur, pense le contraire. Donc, une liquidité, on regarde le fonds de roulement. Alors, quand tu regardes le fonds de roulement, si tu as 1 $ d'actif pour 1 $ de passif, c'est considéré assez liquide. Alors, c'est sujet de l'opinion. Par contre, Boeing, leur inventaire, c'est des avions. Elle ne peut pas tout simplement liquider ses avions. Donc, peut-être utiliser le ratio courant, ce n'est pas une bonne idée. Peut-être utiliser le ratio de liquidité immédiate, alors le quick ratio. Alors, on va tout simplement enlever l'inventaire et n'importe quel autre actif qui n'est pas si liquide que ça, on va l'enlever, puis on va regarder juste les actifs qui sont très liquides, comme le cash, les comptes à recevoir, puis les investissements, les placements à court terme. Donc, si on fait le current ratio, on regarde que c'est plus grand que 1. Ça veut dire que pour chaque 1 $ de passif, on a au moins 1 $ d'actifs courants. Alors, les actifs court terme. Par contre, le ratio courant ne dit rien sur le timing des cash flows. Alors, quand tu regardes les actifs courants de Boeing, 70 milliards. Quand tu regardes les passifs courants de Boeing, tu as 50 milliards. Alors, si tu as une dette de 40 milliards qui devient due demain, peut-être que tes actifs ne sont pas assez liquides pour remplir ça. Par contre, dans les actifs courants, tu as quand même l'inventaire. Et l'inventaire n'est pas nécessairement si liquide que ça. Donc, on va le soustraire. Et on remarque par la suite qu'on a un peu moins que 26 millions, alors 25,7 millions en actifs très liquides. Et donc, si on compare 27 millions à 50 millions, pour chaque dollar de passif courant, on a 51 cents d'actifs courants. Donc, peut-être qu'on n'est pas si liquide que ça. Alors, ça, c'est l'argument entre M. conservateur et M. ambitieux. Alors, M. conservateur, M. ambitieux va dire, écoute, on a 1,39 d'actifs pour chaque passif courant. Et M. ambitieux va dire, écoute, je vais enlever l'inventaire, on a 51 cents d'actifs courants pour chaque dollar de passif courant. Question numéro 6. Utilisez les études financiers de Boeing pour répondre à la question suivante. Effet de levier. OK. Alors, l'effet de levier, si vous faites le calcul de Boeing et vous allez faire l'effet de levier, c'est l'effet de levier qu'on a vu dans le ratio du modèle de Dupont. C'est la marge bénéficiaire fois la rotation des actifs fois l'effet de levier. Effet de levier, ça veut juste dire l'effet de la dette sur la compagnie. Quand on regarde Boeing, en 2017, alors les actifs de Boeing en 2017, laisse-moi mettre ça à l'écran. Alors, les actifs de Boeing en 2017, 98 milliards de dollars. Les fonds propres de Boeing de l'année, 13 milliards de dollars. Donc, si je connais les actifs et je connais les fonds propres, je peux isoler la dette. Donc, si je connais le ratio A sur E, je peux calculer le ratio E sur A. C'est tout simplement l'inverse. Alors, E sur A, 13 milliards sur 97 milliards, sur 98 milliards, j'ai comme un peu moins que 14 % de la compagnie qui est financée par des fonds propres. Si j'ai 14 % de la compagnie qui est financée par des fonds propres, j'ai 86 % de la compagnie qui est financée par de la dette. Et d'ailleurs, c'était la question précédente ici. Alors, c'était la question numéro 4. Alors, si j'ai 14 % qui est financé par des fonds propres, j'ai 86 % qui est financé par de la dette. Donc, si je te donne A sur E, par déduction, tu es capable de calculer E sur A, A sur D, D sur A, D sur E, E sur D, qui étaient tout plein de ratios. En finance 1, on adore D sur E. En finance 3, on adore D sur E. En finance 2, on adore... Finance 1, c'était A sur E. Finance 2, c'est D sur A. Puis en finance 3, c'était D sur E. C'était le ratio. Je ne sais pas pourquoi, c'était 3 profs différents qui donnaient le cours, qui géraient le cours. Alors, mais c'est le même ratio. Alors, si je connais le ratio d'endettement, je connais l'effet de levier. Alors, D sur actif, dette sur actif, ça me donne 0,8645. Alors, 86,45 % de la compagnie est financée par de la dette. Et donc, en conséquence, j'ai 13,55 % de la compagnie qui est financée par des actifs. Pour chaque 1 $ d'actifs, j'ai 13,55 cents de fonds propres. Donc, A sur E, ce serait 1 divisé par 0,1355 qui me donnerait justement ce ratio qu'on voit ici, 7,38.
Donc, je donnais les ratios pour 2015, 2016, 2017. Et j'ai demandé l'effet de levier de Boeing en 2014, qui n'était pas dans les états financiers, était de 13,27. Donc, quel était le niveau d'endettement de Boeing? Donc, A sur E est égal à 13,27. Donc, E sur A, la proportion de la compagnie qui est financée par des fonds propres, c'est 1 divisé par 13,27. Et c'est 1 pour chaque 13,27 c'est des fonds propres. 12,27 sur 13,27 c'est de la dette. Alors, 12,37 divisé par 13,27 nous donnait le ratio d'endettement qui serait de 92,46 %. Donc, j'étais surpris, c'est une question qui était un peu moins bien réussie. Mais je le répète, depuis ce temps-là, je le répète à chaque cours, que quand on dit effet de levier, c'est l'effet de la dette. Quand vous connaissez, il y a des ratios qui sont parfaitement interchangeables. Alors, niveau d'endettement et effet de levier, si vous connaissez un, vous êtes capable de calculer l'autre. Alors, rendement des fonds propres. 2017, 61,56. 2016, 57,35. 2015, 80,91. Un rendement des fonds propres qui est pas mal élevé. Écoute, tu fais un investissement, tu vas faire du 60 %. C'est peut-être pour cette raison que le prix de Boeing a grimpé de 2018 par la suite. Alors, si on regarde Boeing, écoute, en 2018, ça avait l'air que Boeing ne pouvait rien faire de mauvais. Mais en 2019, il y avait le problème avec le 737 et en 2020 avec COVID. Alors, si on regarde le prix de l'action, juste pour voir, je veux dire, en 2018, quand j'ai fait l'examen, le prix de l'action était pas mal bon. Alors, l'examen, c'était au mois d'avril 2018, c'est hiver 2018, l'examen. Donc, vers avril 2018. Alors, 338. Le prix de l'action a grimpé jusqu'à 440. Par la suite, on avait des problèmes à cause du 737. Et vous voyez qu'est-ce qui est arrivé à COVID. Et en plus, Boeing a éliminé le dividende. Quand on élimine un dividende, généralement, il y a quelque chose qui se passe à la compagnie. OK, donc, quelle est la raison? OK, donner des arguments en utilisant des ratios qui expliquent le rendement des fonds propres énorme de Boeing. Donc, on a la seule conclusion qu'on peut avoir, c'est le modèle de Dupont. Donc, la marge bénéficiaire, net income sur sales, fois la rotation des actifs, fois S sur A, fois A sur E, l'effet de la dette ou l'effet de levier. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on regarde la marge bénéficiaire, si on regarde les ventes divisées par le bénéfice net divisé par les ventes, on calcule le bénéfice net et on divise ça par les ventes et ça nous donne notre marge bénéficiaire. Alors, on a 93 milliards en vente. On a un bénéfice net qui est de 8 milliards. On fait proche de un peu plus que 8, aux alentours de 8,5 %. Exactement, on fait 8,78 %, qui est quand même relativement bas. Relativement bas. Écoute, je ne m'attends pas à ce que vous sachiez que c'est haut bas. Par la suite, on regarde la rotation des actifs. Alors, le ratio est égal à 1. Ça ne va vraiment pas faire bouger. Ce n'est pas la rotation des actifs qui va faire bouger la profitabilité de la compagnie. Et encore une fois, ça revient à l'effet de levier. Alors, on a un effet de levier qui est vraiment lourd. Alors, le rendement des fonds propres de 61,11 %, c'est une marge de bénéfice qui est pas mal basse. Je vous ai dit que la pharmacie du Rocher avait une marge de bénéfice de 5 %. Alors, la vente à détail, vous avez vu, Walmart avait du 5 %. Alors, généralement, la marge bénéficiaire, à moins que tu aies une compagnie comme Google, une compagnie pharmaceutique, même une compagnie pharmaceutique, alors à moins que tu aies Google ou Apple, ta marge bénéficiaire va être relativement basse. Plus que tu t'endettes, alors si tu empruntes de l'argent à du 3 % pour investir dans des projets qui font du 8 %, tu vas créer de la valeur. Mais vu que la compagnie, elle est si endettée, on avait vu qu'elle est endettée à 90 % ou 85 %, elle est tellement endettée, elle emprunte à du 4 % pour investir dans des projets qui font du 8 %, tu vas créer de la valeur. Donc, tous les profits, tu vas payer plus d'intérêts, mais tous les profits futurs vont être répartis sur moins d'actionnaires. Et donc, le earnings per share par action va grimper. Donc, la marge bénéficiaire est basse. La rotation des actifs est égale à 1, alors ça ne va pas faire changer le ratio. La compagnie, elle, est énormément endettée, c'est ce qu'on remarque. Et donc, il y a très peu de la compagnie qui est financée par des fonds propres. Donc, tous les bénéfices nets vont être répartis sur plus d'actions. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tous les items. Généralement, si vous êtes proche de la réponse, je donnais des points. Alors, ça, c'est une réponse parfaite.
mais il ne faut pas être absolument parfait pour avoir 10 points sur 10. Par contre, pour cette question-là, je ne voulais pas entendre parler du ratio courant. OK. Deux analystes financiers sont d'accord, ambitieux et monsieur conservateur. Monsieur ambitieux pense que le prix de l'action est bas, l'autre pense le contraire. Évaluer en utilisant un seul ratio. Donc, un seul ratio qu'on va utiliser pour monsieur ambitieux et monsieur conservateur. Donner un argument qui justifie la position de monsieur libéral et conservateur, ambitieux et conservateur. Donc, il y a un ratio qu'on va utiliser, c'est le court-bénéfice. Pourquoi? Un court-bénéfice qui est pas mal élevé ou qui est pas mal bas peut dire deux choses. Donc, quand on regarde le court-bénéfice, un court-bénéfice de 14, historiquement, c'est la norme. En ce moment, la bourse, au total, elle a un court-bénéfice de 40. C'est pour ça que je vous dis que j'ai enlevé de l'argent de la bourse. Pour la première fois en 15 ans, j'ai plus de cash sur les côtés que j'ai d'argent placé à la bourse. Alors, je n'ai jamais tenu autant de cash que ça. Et je peux partir en vacances parce qu'on est en quarantaine. Alors, en ce moment, le court-bénéfice de la bourse totale, le S&P 500, l'index est de 40. C'est énorme. Il y a très peu d'aubaine à la bourse. C'est pour ça que j'ai enlevé de l'argent. Tout mon argent en ce moment est placé sur le pétrole. On est le 17 avril 2021. Alors, s'il y a quelqu'un qui écoute ça dans le futur, vous allez savoir si j'ai bien placé mon argent ou si j'ai fait une connerie. Donc, le court-bénéfice en haut de 14. Historiquement, la moyenne était de 14. Donc, un court-bénéfice qui est plus grand que 14, c'est peut-être acceptable. Alors, un court-bénéfice de 20 ou de 25, si tu es une compagnie qui est en pleine croissance, et la compagnie que j'adore utiliser pour une compagnie en pleine croissance, c'est Lululemon. Les profits de Lululemon en ce moment sont relativement bas. Alors, il y a un certain nombre de magasins Lululemon qui vendent Lululemon Athletica, c'est des vêtements de sport, surtout pour le yoga. Alors, en ce moment, le earnings per share de 4,50 $ par action. L'action se transige pour 324, donc le court-bénéfice est de 72, qui est très élevé. Mais la raison qui est très élevée, c'est que Lululemon est en plein essor. Alors aujourd'hui, le earnings per share est de 4,50, mais si la compagnie a double son nombre de magasins, son earnings per share dans 5 ans peut être de 9 $. Et en conséquence, le court-bénéfice va chuter si l'action ne baisse pas. Donc, les actionnaires aujourd'hui s'attendent à ce que les profits futurs soient là. Par contre, un titre qui est surévalué, si vous regardez Nortel en 2001, le court-bénéfice était élevé, c'est justement parce que c'était un titre qui était surévalué. Un bon exemple de ça, c'est Tesla. Est-ce que Tesla est surévalué ou sous-évalué? C'est 50-50, la moitié des opinions. Le court-bénéfice de Tesla est de 1150. Si Tesla plante à 50 $ dans la prochaine année, et il y a du monde qui dit ça, alors s'il plante à 50 $, bien, ceux qui disaient qu'il était surévalué, ils avaient raison. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, écoute, Tesla va faire des profits futurs énormes. Mais personnellement, je suis dans le camp que je trouve qu'il est surévalué. La valeur totale des actions de Tesla est de 710 billions de dollars. Si tu prends la valeur totale de toutes les actions de tout le secteur manufacturier de l'automobile au monde, c'est 600 billions. Alors, Tesla, elle vaut plus que l'industrie. Alors, si tu regardes Toyota, la valeur de la compagnie, la valeur des actions de Toyota est de 200 billions. C'est la plus grosse compagnie au monde. Tesla, elle vaut 3 fois et demi. Donc, le court-bénéfice de Tesla me dit que le prix est surévalué. Mais écoute, le prix de l'action peut continuer de grimper. Alors, pour M. Conservateur, lui, il voit que le court-bénéfice… OK, alors pour M. Ambitieux, il voit un court-bénéfice de… Pour M. Ambitieux, il voit que le court-bénéfice est plus grand que 14 parce qu'on s'attend à ce que les profits futurs soient là. Alors, à l'époque, alors ça, c'était une note du prof, à l'époque, quand j'ai fait cet examen-là, il y avait des commandes pour des avions chez Boeing pour 600 milliards. Il y avait une liste d'attente pour les produits de Boeing de 600 milliards de dollars. Et si vous regardez les ventes de Boeing annuelles, si on regarde les ventes, alors il y a des commandes pour 600 milliards, elle fait des ventes de 80. Il y a un waiting list de 6 ans chez Boeing pour des avions en 2018. Je ne sais pas après le 737 si c'est toujours le cas. Donc, un court-bénéfice qui est plus grand que 14 peut être justifié si on s'attend à ce que les profits futurs soient là. Pensez Lululemon. Un court-bénéfice plus petit que 14 veut généralement dire que le prix est soit sous-évalué,
que tu as un titre qui est sous-évalué. Alors, quand moi, j'ai regardé toutes les pétrolières, j'ai acheté des compagnies de pétrole, je trouve que les prix sont sous-évalués, alors les cours-bénéfices sont bas. Ou bien donc, c'est une compagnie qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des profits futurs qui soient énormes. Encore une fois, si on revient à une compagnie, si on regarde les banques, si on regarde une banque canadienne comme BMO, le cours-bénéfice de BMO est plus petit que 14. En ce moment, un cours-bénéfice de 14, pour une banque, c'est considéré énorme. Alors, quand vous regardez n'importe quelle banque, même les banques américaines, Citigroup, les cours-bénéfices, c'est les seuls titres qu'on va trouver des cours-bénéfices qui sont relativement bas. Alors, il y a peut-être une aubaine là. Mais la plupart des titres, même si on regarde Apple, qui avait un cours-bénéfice historique d'environ 17-18, Apple, le cours-bénéfice en ce moment est de 36, que je trouve pas mal grand pour Apple. Alors, je trouve Apple en ce moment un peu surévalué, mais écoutez, si vous avez vu Apple, ça fait juste grimper. Alors, ce n'est pas le titre que je vais shorter. Donc, Monsieur Conservateur voit que le prix qui est de 21, il dit que la compagnie est mature, il pense que le titre est surévalué. Monsieur Ambitieux pense que le titre est sous-évalué parce que le prix actuel ne reflète pas les profits futurs. Alors, un court-bénéfice en dessous de 14, le titre peut être surévalué ou sous-évalué. Un titre plus grand que 14 peut être surévalué, sous-évalué. Alors, généralement, des compagnies en pleine croissance, pensez Uber, Tesla, Facebook, Netflix, des compagnies en pleine croissance, ont des courts-bénéfices qui devraient être plus grands que 14. Mais des compagnies vraiment matures, comme Coke, ou Walmart, Walmart, le court-bénéfice devrait être aux alentours de 14. Actuellement, il est à 30. Je veux dire, ça veut dire qu'on s'attend à des profits futurs, peut-être le online, mais je veux dire, c'est Walmart. Les opportunités de croissance de Walmart sont limitées. Moi, je trouve que le prix de Walmart est surévalué. OK. Et alors, je pense que c'est la dernière question. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.